Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Christophe Tardieu. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint de l'Opéra national de Paris. Alors on ne va pas parler directement de musique, d'art lyrique ou de danse, car un établissement comme l'Opéra national de Paris, c'est aussi une entreprise. Absolument. 1500 salariés. On pourrait même dire que vous êtes dans la catégorie des entreprises de taille intermédiaire. Si on prend les chiffres, le budget, c'est de l'ordre de 200 millions d'euros, avec quand même une particularité, c'est que vous avez une subvention de l'État et qui représente la moitié, justement, de vos recettes. Vous avez par ailleurs réalisé l'an dernier un bénéfice net de 8,5 millions d'euros, en progression par rapport au budget précédent, et vous développez les activités commerciales de l'opéra, on va en parler. La billetterie augmente également. Le taux de remplissage est d'environ 95% pour le lyrique, donc l'opéra, et 97% pour la danse. L'Opéra de Paris est une maison bien gérée. Je ne sais pas si elle est bien gérée, mais enfin, en tout cas, c'est une maison qui aujourd'hui va bien, qui essaye d'être gérée sainement. C'est essentiellement dû à la programmation. Vous avez rappelé les chiffres importants, c'est 95% de fréquentation sur le lyrique, 97% sur le chorégraphique. C'est avec une programmation attrayante, les gens viennent en nombre, ils nous sont fidèles. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il ne faut jamais oublier que l'Opéra Bastille, c'est la plus grande salle d'opéra d'Europe. C'est 2745 places. Et donc, 350 fois par an, il faut qu'on arrive à remplir cette salle de Bastille et cette salle de Garnier. Et c'est là où, en effet, le premier travail du directeur de l'opéra, Nicolas Joël, qui est de programmer avec Brigitte Lefebvre pour la danse pour remplir ces deux salles. Et vous, c'est la gestion. Quand vous dites les spectateurs viennent, il faut quand même aller les chercher aussi. Alors, il faut un peu les chercher. Donc, en effet, il faut les inciter à venir. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes de billetterie attrayants, des abonnements. Il faut avoir un site internet performant pour que les bonnes informations soient données. Il faut leur donner envie de venir à l'Opéra de Paris. Il faut donc aussi qu'il y ait une politique de stars, il y ait une politique de grands chanteurs lyriques, de grands chefs. On est bien aidé. Notre grande star, Philippe Jordan, notre directeur musical, a une renommée croissante à Paris et ailleurs. Et c'est sûr qu'à chaque fois qu'il dirige notre orchestre, c'est toujours un événement. Et quand vous dites une politique de star, forcément, ça a un coût. Ça a un les coût. Grands chanteurs ne viennent pas pour rien. Ah non, les grands chanteurs ne viennent pas pour rien, ça a un coût, mais ça rapporte aussi, puisque on voit bien que certaines œuvres moins connues sont toujours tirées en avant par une politique de recrutement de très grands chanteurs. On l'a vu il n'y a pas très longtemps dans, par exemple, la Fille du Régiment, où c'est vrai que la présence de Juan Diego Flores et de Nathalie Dessay ont naturellement permis de faire des salles combles. Et ça, vous le voyez directement sur la billetterie, sur l'achat de billets, ça, quand il y a des noms comme ça, effectivement connus. Ah oui, Ouais. immédiatement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques noms. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais pour les Français, Roberto Alagna, Nathalie Dessay. Pour les étrangers, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flores. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a en effet certaines stars qui sont suivies par un public. Et c'est là où ça permet d'ailleurs de revenir sur ce côté qu'on oublie trop facilement, qui est le côté populaire de l'opéra. L'opéra en Italie, c'est un art extrêmement populaire. En France, certaines personnes le considèrent comme élitiste ou trop guindé. C'est pas vrai. On a un vrai public de passionnés, de fidèles, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et beaucoup de moyens et qui sont très fidèles à notre programmation et à nos spectacles. Alors quand vous dites art populaire, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, 195 € par exemple pour la prochaine saison, pour des meilleures places pour Aïda ou encore la flûte enchantée, c'est cher, 195 €? Oui, bien sûr, c'est très cher. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout et il faut aussi rappeler qu'il y a tous les soirs, par exemple, 35 places à 5 € à l'Opéra Bastille, et que vous pouvez trouver pas loin de 1000 places en dessous de 80 €. Alors bien sûr, l'opéra, de toute façon, c'est un art qui est cher par définition. Un orchestre, c'est très cher. Construire des décors, des costumes, c'est très cher. Recruter des grands chanteurs, c'est très cher. Donc c'est un art cher par définition. Après, il faut avoir une politique tarifaire suffisamment adaptée et suffisamment attractive pour faire en sorte que, quels que soient les moyens que nos concitoyens peuvent avoir, ils peuvent venir à l'opéra. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que Bastille, cette énorme salle de 2745 places, quel que soit l'endroit où on est à Bastille, on voit, on entend bien et on est bien assis. Donc, on s'efforce d'avoir une politique vraiment de billetterie pour toutes les bourses. Et pour les jeunes aussi, vous avez développé une politique spécifique aux jeunes. Absolument. On a une politique spécifique pour les moins de 28 ans où ils peuvent venir à l'opéra pour quasiment l'équivalent de 20-25 €. Et ça, on en est très fiers. Ça correspond à quasiment 10% de notre fréquentation, avec des jeunes qui viennent à tarif réduit, donc un peu plus de 65 000 jeunes qui viennent tous les ans grâce à cette politique. Et ça, c'est très important parce que les jeunes, c'est notre public de demain. Alors,
l'autre spécificité aussi de l'Opéra de Paris, c'est que par exemple les décors sont construits de A à Z chez vous en Oui, fait. dans nos ateliers. Les tout à fait. costumes aussi. Les costumes, c'est la même chose. C'est d'abord une question, je dirais notamment pour les décors, une question de sécurité. Il ne faut jamais oublier que l'activité de théâtre, c'est une activité compliquée et dangereuse. On a des chanteurs qui travaillent sous des charges accrochées au plafond, et donc il vaut mieux faire en sorte que tout ça soit solide et qu'on ne fasse pas trop de bêtises avec. Et puis sur les costumes, c'est naturellement aussi une question de confort, bien sûr pour les chanteurs, mais je pense aussi aux danseurs qui ont quand même besoin d'avoir des costumes parfaitement ajustés. Et on a vraiment cette chance exceptionnelle à l'Opéra de Paris d'avoir des équipes techniques qui fabriquent des décors, qui fabriquent les costumes, qui sont des vrais artisans, qui sont de vrais métiers d'art, beaucoup de gens qui ont de l'or dans les mains, et qui donc pratiquent ces métiers qui, sans des maisons comme nous, disparaîtraient inévitablement. Alors vous voulez aussi valoriser la marque Opéra de Paris. Oui. Comment ? Écoutez, nous on a le sentiment que Opéra de Paris, quand on parle de l'Opéra de Paris en France ou dans le monde, ça veut dire quelque chose. Et que c'est souvent lié à la notion de luxe, à la notion d'élitisme, d'esthétique. Et donc on a considéré qu'il fallait qu'on réfléchisse sur ce point, à développer par exemple des produits de luxe. Là, je peux vous annoncer que pour la fin de l'année, il y aura probablement une ligne de vêtements Petit Bateau siglée Opéra de Paris qui sera en vente pour Noël prochain, parce qu'on a décidé de s'associer avec cette marque avec qui nous partageons des valeurs. Il y a beaucoup de marques qui ont envie de s'associer avec nous, donc on y réfléchit. Il ne faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi, il ne faut pas qu'on galvaude ce que nous sommes et notre existence, mais on y réfléchit beaucoup parce qu'on pense que cette marque Opéra de Paris a une vraie valeur. Alors par exemple, ces vêtements Petit Bateau, ils seront vendus à l'Opéra ou dans les boutiques également du réseau Petit Bateau ? Alors ils seront vendus dans les boutiques du réseau Petit Bateau, mais ils pourront être aussi vendus dans notre boutique de l'Opéra Garnier, qui est une boutique remarquablement bien achalandée et qui attire beaucoup de visiteurs. Est-ce que vous allez continuer aussi à développer les concessions ? Par exemple, on pense au restaurant qui a été ouvert à Garnier. Alors oui, bien sûr, les concessions, c'est très important. Après, on va se heurter assez vite à des problématiques de place. On ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi, mais notre restaurant de Garnier marche très bien, on en est très content. Notre boutique du Palais Garnier également. Je pense que sur Bastille, on pourrait développer davantage de choses. C'est à l'étude à l'heure actuelle, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est sûr qu'une politique de concession, c'est-à-dire en gros de service que l'on apporte à nos visiteurs, à nos spectateurs, c'est quelque chose qu'une maison comme la nôtre doit absolument développer. Et les visiteurs du Palais Garnier sont de plus en plus nombreux également. Oui. Ouais. Ah oui, alors on est en train de figurer parmi les monuments les plus visités de Paris. Ça vous réjouit, ça ? Beaucoup, beaucoup, parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on a 650 000 visiteurs par an au Palais Garnier, et on a un peu plus de 200-250 000 spectateurs. Donc on a plus de visiteurs que de spectateurs au Palais Garnier. Et on a vraiment des gens qui viennent du monde entier. Je crois qu'il y a une magie autour du Palais Garnier qui existe, qui est réelle, et on le voit bien à travers les visiteurs. Ils viennent voir ce monument absolument emblématique de Paris, ils viennent voir le plafond de Chagall, ils viennent voir la loge du fantôme de l'Opéra, ils viennent voir tous ces souvenirs de la période Liebermann, de la Calas, chantant sur notre scène, etc. Donc c'est vraiment un monument très fort, qui parle beaucoup et qui attire un très grand public. Et puis il ne faut pas oublier non plus que chez les anglo-saxons, l'Opéra de Paris, c'est aussi la comédie musicale de Phantom of the Opera, qui a tourné partout, Broadway, Londres et ailleurs, et qui a connu un succès planétaire et qui naturellement parle aux étrangers. Alors en octobre de l'an dernier, vous avez créé une filiale, Oui. Opéra de Paris Productions, pour gérer les droits audiovisuels de tous vos spectacles, avec un objectif diffusé en direct dans des salles de cinéma, 8 productions par an, que ce soit du lyrique ou de la danse. Vous en êtes où de cet objectif ? Écoutez, on est en train de l'atteindre. Pour l'année prochaine, on devrait arriver à sans doute 7 productions. Pour la saison prochaine, on devrait avoir 7 productions dans les salles de cinéma. Ce qui est surtout très important, c'est qu'on va être présent dans quasiment 75 salles de cinéma en France, une centaine en Europe et pas loin de 150 à 200 à l'étranger. Donc ce sont des chiffres très encourageants. Notre objectif, c'est très vite d'avoir au moins une salle par département qui diffuse des spectacles de l'Opéra de Paris. Et la diffusion pour nous dans les salles de cinéma, elle est vraiment fondamentale parce que c'est vraiment pour nous le moyen le plus évident de rendre à tous les Français qui payent des impôts, notamment pour l'Opéra de Paris, de leur dire, écoutez, vous payez certes des impôts pour l'Opéra de Paris, mais vous pouvez aller dans votre cinéma de quartier, à côté de chez vous, pour pouvoir assister à un spectacle de l'opéra. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Moi, je vais très régulièrement dans les salles. Il y a un vrai succès, il y a un vrai enthousiasme. Et surtout, il y a un excellent partenariat qui s'est instauré avec les exploitants de salles de cinéma qui ont bien compris que notre offre est totalement complémentaire de ce qu'ils font à côté. Alors vous avez un concurrent qui est parti bien avant vous, c'est le Met,
êtes, l'Opéra de New York en l'occurrence. D'abord un ami avant d'être un concurrent. Enfin, en l'occurrence, là, il y a deux offres différentes. Absolument. Mais alors, nous, on a la faiblesse de penser que notre offre est un petit peu plus intéressante que celle du Met pour plusieurs raisons. La première raison, alors ça, elle est typiquement française, c'est pas uniquement nous, mais nous avons en France des réalisateurs des opéras ou des ballets qui sont vraiment des gens d'un immense talent et qui réussissent à faire des réalisations d'une très très grande qualité et qui donc naturellement comptent beaucoup dans ce genre de spectacle. Et puis après, nous on s'efforce dans les salles de cinéma de se situer en complément par rapport au film. Donc nos spectacles sont diffusés le lundi, le mardi, le jeudi, donc plutôt des jours creux. On évite le week-end, on évite le mercredi, journée des sorties des films dans les salles de cinéma. Et puis le dernier point qui est également très important, c'est que on veut vraiment s'inscrire dans un partenariat avec les salles de cinéma. On veut vraiment éditorialiser notre offre. Donc 10 minutes avant la représentation, il y a une présentation de l'œuvre qui est faite. On explique l'œuvre. À l'entracte, il y a des reportages dans les coulisses. On essaye de montrer l'envers du décor. Et ça, je crois que ça intéresse beaucoup nos spectateurs. Pas uniquement assister à un spectacle, mais essayer aussi de comprendre comment tout ça s'organise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent d'inégalité dans la distribution des subventions, qui mettent d'un côté la vôtre venant du ministère, 100 millions d'euros, et par exemple pour les principales scènes lyriques de province, ça représente à peine 30 millions d'euros? Je répondrai très simplement que nous sommes quand même la seule entreprise publique du spectacle vivant qui arrive à s'auto-financer à hauteur de 50%. C'est quand même quelque chose, un taux qui n'est jamais atteint par les autres opéras. Et puis, l'Opéra de Paris a une vocation nationale, donc c'est quand même plus de 850 000 spectateurs par an. Ça équivaut largement à toute la fréquentation des opéras en région. Et puis les opéras en région, ils sont d'abord financés par les collectivités territoriales et non pas par l'État. Nous, il n'y a que l'État qui nous subventionne. Alors c'est vrai que ça représente un très gros budget, même s'il est un petit peu en baisse ces dernières années, ce qu'on regrette, mais néanmoins, il nous permet d'assumer pleinement nos missions et faire en sorte que le plus grand nombre puisse être touché par ce que nous faisons. Alors vous avez été au cœur du pouvoir, puisque vous avez été le directeur de cabinet adjoint au ministère de la Culture sous Christine Albanel. Est-ce qu'on voit la culture d'une manière différente de là où vous êtes maintenant aujourd'hui ? Avant, c'est vous qui distribuiez finalement les subventions. Là, maintenant, c'est vous qui allez les chercher. Maintenant, c'est moi qui vais pleurer pour avoir un peu plus. Vous savez, c'est pas si différent que ça en fin de compte. Le ministère de la Culture, c'est un ministère qui est à la fois très compliqué parce que naturellement on travaille avec des gens qui ont toujours une sensibilité extrêmement forte et donc c'est pas toujours évident, mais en même temps on voit bien que tous ces grands opérateurs de l'État que sont l'Opéra de Paris, le Musée du Louvre, le Château de Versailles, le Musée d'Orsay, etc., eh bien finalement ce sont eux qui concourent à cette politique culturelle, sont eux qui font la richesse de cette politique culturelle dans notre pays, et donc finalement qu'on soit d'un côté de la barrière ou de l'autre, on sert toujours un peu le même intérêt public, le même intérêt général, qui est de faire en sorte que la vie culturelle en France soit de très haut niveau. Et des souvenirs que j'ai d'avoir travaillé avec Christine Albanel, c'est quand on discutait avec ses homologues ministres de la Culture européens, on se rendait compte que la culture était sans doute un des rares domaines dans lequel la France était particulièrement écoutée par ses voisins européens et constituait une forme de modèle. Et ça, je dois dire que c'était plutôt réconfortant. Pour vous, les institutions culturelles doivent d'abord être gérées par des gestionnaires plutôt que des artistes ? Pour l'opéra, non, il faut absolument que ce soit un artiste qui gère l'opéra. L'opéra, c'est d'abord une question de programmation. Pour un grand musée comme le Musée du Louvre, c'est naturellement un conservateur. J'ai la faiblesse de penser qu'il faut qu'à côté de ces artistes, qui ont souvent de bonnes notions quand même d'économie et de gestion, il faut en effet qu'il y ait des gens qui sachent un tout petit peu gérer ce genre d'entreprise et qui sont là, mais uniquement en appui. Le côté, la gestion de ces grands établissements, ce n'est qu'un support, c'est jamais le fondement même. Heureusement, on ne fabrique pas des boîtes de petits pois, même si c'est une activité très, très, très noble. On est quand même d'abord dans le domaine artistique. Merci Christophe Tardieu, directeur adjoint de l'Opéra national de Paris. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup.